Dans cette vidéo, je vais analyser 10 entreprises que vous m'avez demandé en commentaire. Donc pour chacune, je vais dire si c'est des entreprises qui m'intéressent, si oui pourquoi, sinon pourquoi. Et on va regarder si c'est des boîtes de qualité et quand c'est pertinent, à quel prix ça pourrait m'intéresser de les acheter. Donc c'est parti, on commence par la première qui est Dassault Systèmes. Donc ticker DSY, hop, c'est celle-là. Alors, donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi ce que je recherche c'est des actions qui sont de qualité et donc que je vais pouvoir garder très longtemps et à prix raisonnable. Et donc je suis pas spécialement intéressé par les dividendes et je cherche pas non plus de value play, donc à chercher des entreprises un peu pourries mais vraiment pas chères que je pourrais revendre à leur valeur intrinsèque. Et donc pour ça je me suis fait 6 critères qui me permettent de savoir en un petit coup d'œil si l'entreprise est de qualité ou pas. Et donc on va passer sur ces 6 critères pour les 10 boîtes qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, premier critère, je veux de la croissance du chiffre d'affaires au-dessus de 10%, donc 12% pour Dassault Systèmes en moyenne sur les 5 dernières années, donc ça a l'air bon. Croissance du free cash flow, pareil, c'est bon pour Dassault Systèmes. Un ROE supérieur à 15%, là il est à 21%, donc c'est bon, ça veut dire que l'entreprise sait bien réinvestir son argent. Pas de dette, donc pas de risque de faillite a priori. Il y a une légère dilution des actionnaires, donc quand le nombre d'actions augmente, ça veut dire que quand on est actionnaire, la part de l'entreprise qu'on possède, elle diminue avec le temps. Mais 2,22% sur 5 ans, c'est très faible, donc c'est pas très gênant. Et ensuite, je veux des marges confortables. Et donc là, on a une marge de 26%, donc c'est très bien. Je vais jeter un coup d'œil à l'évolution du nombre d'actions au cas où. Donc c'est dans l'income statement tout en bas. Et oui, ça va, c'est une très légère dilution, mais c'est pas très gênant. Donc Dassault Systèmes, ça a l'air d'être une boîte de bonne qualité qui remplit mes critères. D'ailleurs, je précise que là, les 10 entreprises qu'on va voir dans cette vidéo, je les connais pas forcément très bien. La plupart, je les connais pas bien. Donc voilà, j'ai pas lu les rapports, tout ça, donc je connais pas le business en détail. Ça permet justement de faire le process de sélection sans a priori, mais évidemment, avant d'acheter, il faudrait aller creuser, il faudrait aller lire les rapports pour s'assurer de rien avoir loupé. Donc on va pouvoir faire la valorisation pour ce business vu que l'évolution des cash flows a l'air relativement prévisible. Donc ça c'est le dernier free cash flow par action. Je vérifie s'il n'y a pas d'anomalie, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'anomalie particulière. Ensuite, croissance du free cash flow par action annuel sur les 10 prochaines années. Donc je suis allé voir à côté des estimations d'analystes pour pas être totalement à côté de la plaque. Il prévoit apparemment 12% par an de croissance, mais c'est à court terme, donc dans le doute, pour être un peu plus pessimiste, je vais mettre 10% par an, ça me paraît raisonnable. Et en valorisation, donc c'est une boîte apparemment qui est souvent valorisée vers les 30. Bon, moi pour les boîtes de qualité, vu que je préfère toujours avoir une marge de sécurité, je mets 20 en général. Et donc ça me donne un prix de 28,35 dollars si je veux faire une performance de 13% par an. Donc si on achète un ETF S&P 500, historiquement on fait 10%. Dans ce cas-là, bah, l'action est apparemment très bien valorisée, enfin elle est à son prix juste, donc qui serait 35,45 euros si on considère que ces estimations-là sont vraies. Mais si on fait nos propres analyses et qu'on choisit nos propres actions, l'idée c'est de viser plus que la performance d'un ETF. C'est pour ça que je regarde en général vers les 13%. Et donc si on considère ces estimations-là, moi je serais prêt à acheter l'action vers les 28-29 dollars. Donc ça demanderait une petite baisse, mais c'est pas non plus énorme, on n'est pas hyper loin. Donc sur une petite panique des marchés, ça peut être intéressant. Donc je passe à l'action suivante qui m'a été demandée, c'est Kohl's, KSS, donc c'est des magasins apparemment. Alors là c'est différent. Donc il n'y a apparemment aucune croissance du chiffre d'affaires, je vérifie effectivement aucune croissance. Il y a un déclin du free cash flow. Hop, free cash flow. Ok, donc le free cash flow était quand même en très légère augmentation, mais là ils ont une année 2023 en perte. Donc ça typiquement, faudrait vraiment lire les rapports pour savoir. Moi je connais pas la boîte, donc je sais pas quelle est la raison. Il doit y avoir une raison. En fait, il faudrait savoir est-ce que c'est un truc vraiment ponctuel et ensuite ça va remonter, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont vraiment des problèmes qui vont être long terme. Mais dans tous les cas, c'est quand même dérangeant. On voit que voilà, des boîtes comme Dassault Systèmes, on n'a pas ce genre de problème. C'est plus ce genre de boîte là qui m'intéresse. Ensuite, le ROE, il est pas mal, au-dessus des 15%. La dette par contre est très élevée, ils rembourseraient leur dette nette avec 17 ans de free cash flow, mais là justement ça dépend de s'ils arrivent à remonter leur free cash flow à un niveau avant. Parce que là pour le calcul je prends les 4 derniers trimestres, donc il y a il y a 2 trimestres qui sont en perte. Donc il faudrait voir si par exemple l'entreprise arrive à se reprendre, à revenir à un free cash flow plus habituel, par exemple 1 milliard, et leur dette elle est de
Elle est de presque 8 milliards, donc dans ce cas-là, ce serait 8 ans. Donc dans tous les cas, que ce soit 8 ans ou 17 ans, c'est quand même très élevé. Et donc en tant qu'investisseur particulier, dont l'investissement n'est pas le métier, mais c'est juste un moyen d'investir les revenus que j'ai via d'autres activités, je préfère me passer directement des boîtes qui ont beaucoup de dettes, puisque c'est des cas plus compliqués, et ça veut dire que tout de suite, tu as un risque de faillite, et donc risque de perdre quasiment tout ton argent, voire tout ton argent. Donc j'investis pas dans des boîtes qui ont autant de dettes. Ensuite, critère suivant, donc l'évolution du nombre d'actions. Donc là, cette fois-ci, ils doivent estimer que leur action est pas chère, donc ils en profitent pour racheter leurs propres actions. Donc ils ont racheté sur les 5 dernières années un quart de leurs actions. Donc dans ce genre de situation, je pense que c'est une bonne chose à faire, hein. Donc on doit avoir une évolution du free cash flow par action qui est plus intéressante que celle de leur free cash flow. Et effectivement, c'est le cas. Et dernier critère, c'est les marges. Et donc là, c'est des marges faibles, 4,7%. Ça peut encore être faussé à cause de la baisse qu'ils ont eue cette année. Encore une fois, à voir si c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir rattraper. Je regardais quand même si je prends voilà, donc 1 milliard de free cash flow, s'ils arrivent à revenir dans la situation de 2021 par exemple ou de 2018. Et je vais regarder le revenu. 18 milliards, donc ça fait 5,6%. Ouais, donc dans tous les cas, ça reste des marges trop faibles pour moi. Puisque voilà, c'est le genre d'entreprise qui, au moindre pépin, va se retrouver en perte ou sans bénéfice, comme ce qui vient de leur arriver apparemment. Donc j'investirai pas sur ce genre de boîte. S'il y a une opportunité, c'est potentiellement un value play, c'est-à-dire acheter une entreprise qui vraiment est décotée, et se dire que si elle arrive à sa valeur intrinsèque, à ce moment-là, on la revend, et on va pas avoir objectif de la garder à long terme, puisque c'est pas une boîte de qualité, et les perspectives long terme sont pas forcément super intéressantes. Mais voilà, c'est pas le genre d'investissement que je fais, puisque ça demande beaucoup plus de travail, et je pense que c'est pas la stratégie qui donne les meilleurs retours sur investissement long terme, surtout en prenant en compte les taxes, puisque à chaque revente on est imposé sur la plus-value, et donc en gardant très longtemps, on évite au maximum de se faire taxer. Et donc pour un cas comme ça, c'est même pas pertinent que je fasse la valorisation, puisque de toute façon il y a tellement là de dettes que ça va fausser, ça va sûrement me donner des résultats négatifs. Donc voilà, même si je sais que la valorisation, c'est le moment en général qui est plutôt attendu dans mes vidéos, si j'en crois les statistiques de rétention que me donne YouTube, je préfère pas me forcer à le faire quand je pense que c'est pas pertinent. Donc voilà, pour cette action, je vais pas le faire. Donc action suivante qu'on m'a demandé, c'est Worldline, WLN. Alors, donc il y a une bonne croissance du chiffre d'affaires, une très bonne croissance du free cash flow. Le ROE est un peu faible, enfin il est même très faible, 7%. La dette, ils peuvent la rembourser en moins de 3 ans, donc c'est bon. Évolution du nombre d'actions, là par contre il y a un gros problème, c'est que le nombre d'actions a plus que doublé sur les 5 dernières années. Donc ça veut dire que ceux qui étaient actionnaires il y a 5 ans, ils se sont fait diviser leur performance x2. Donc ça c'est pas bon du tout, c'est vraiment une énorme dilution. Et au niveau des marges, 15%, c'est bien, donc ça c'est bon. Je vais jeter un œil à la dilution en détail pour voir ça. Et effectivement, ils ont émis beaucoup d'actions en 2014, ensuite beaucoup en 2019, en 2020 et en 2021 encore pire. Donc déjà pour moi voir ça, ça veut dire que j'investis pas sur la boîte directement, c'est directement éliminé. Faudrait voir s'ils prévoient d'arrêter cette dilution, et dans ce cas-là, ça pourrait devenir pas mal, puisque la boîte a de la croissance, pas trop de dettes et des bonnes marges. Mais quand même le problème c'est qu'on voit qu'ils ont une bonne croissance, mais avec un mauvais ROE, et l'idéal c'est d'avoir des boîtes qui sont capables de bien réinvestir leurs bénéfices pour générer de la croissance, plutôt que d'avoir besoin d'émettre des nouvelles actions pour générer de la croissance, ou bien s'endetter pour générer de la croissance. Donc c'est pas l'idéal, donc là actuellement c'est une entreprise qui m'intéresse pas, mais je pense qu'on peut faire une valorisation quand même approximative, vu que ça a l'air pas trop en dents de scie, ouais ça va, c'est assez continu. Par contre il y a eu une explosion en 2021, donc à voir à quel point c'est tenable. Donc pour la croissance, je vais voir des estimations d'analystes, donc Worldline. Alors il prévoit 26%, mais je sais pas sur combien d'années, c'est ça le problème, parce que 26 ça me paraît quand même beaucoup. Ils font combien de revenus? Bon, c'est assez petit, 4 milliards. Bon, 26, ça me paraît quand même beaucoup. Je connais pas bien la boîte, donc je vais prendre la moyenne 5 ans, mais c'est très approximatif, donc à prendre avec des pincettes, évidemment. Et pour la valorisation, pour une boîte comme ça, je vais mettre 15. Et donc pour faire les 10%, il faudrait acheter à 74. Pour faire les 13%, il faudrait acheter à 58. Aujourd'hui, on est à 25. Donc là, c'est fort possible qu'il y ait un problème dans les estimations, hein, vu que je connais pas la boîte. Mais c'est possible aussi qu'elle soit sous-valorisée. Donc à voir, mais de toute façon, je vais pas m'y intéresser, surtout à cause de la dilution et du faible ROE. Donc on passe à l'entreprise suivante qui est Tencent, entreprise chinoise.
Donc là, on a une bonne croissance du chiffre d'affaires, une bonne croissance du free cash flow, un bon ROE au-dessus des 15%, peu de dettes, peu de dilution, seulement une augmentation de 1,33% en nombre d'actions sur les 5 dernières années, et une très bonne marge du free cash flow à 21%. Donc Tencent, ça a l'air d'être une très bonne entreprise. Je vais regarder la dilution au cas où. Ouais, il y a une très légère dilution, mais c'est rien. Donc ça, c'est le genre de boîte qui m'intéresse. Après, j'ai déjà une position en Chine sur Alibaba, et mon portefeuille a peu de positions, donc si je reprends une action en Chine, je serais un peu trop exposé à la Chine à mon goût, avec les risques politiques. Mais voilà, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut avoir au moins une position en Chine. On va faire une valorisation. Donc pour la croissance, je regardais estimation d'analyste. Alors j'ai trouvé 2,5%, ce qui m'étonne, ça me paraît très faible. Je sais pas si c'est juste pour l'année prochaine ou l'année actuelle, ou si c'est une moyenne sur plusieurs années. Dans le doute, ça m'étonne quand même que Tencent à long terme ait une croissance inférieure à celle de l'économie chinoise par exemple. Déjà l'économie américaine croît à 4%, l'économie chinoise c'est plus, même si ça ralentit, je pense que ça doit être 6, un truc comme ça, au moins 6. Donc on va mettre 6. Et pour la valorisation, c'est une bonne entreprise, je vais mettre 20. Et alors 305, c'est parce que c'est pas la bonne unité, donc je vais faire x 0,14. Et donc ça me donne 42,7 dollars pour faire 13%. Aujourd'hui, l'action est à 39. Donc sachant qu'on a compté seulement 6% de croissance annuelle sur les 10 prochaines années et un multiple raisonnable de 20, je pense que Tencent, ça peut être intéressant en ce moment. Après, c'est pas trop étonnant vu que les valorisations sont faibles en Chine justement à cause du risque politique. Mais voilà, si on est OK avec ce risque, c'est une action qui, je pense, est pas mal en ce moment. Ensuite, on passe à l'entreprise 3M. Alors, pas de croissance du chiffre d'affaires. Je vérifie effectivement une petite croissance, mais très très léger. Un free cash flow en légère baisse. Ok, donc là, c'est une baisse qui a l'air ponctuelle en 2022. Donc ça, typiquement, il faudrait se plonger dans les rapports annuels pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi en 2022 une telle baisse, et est-ce qu'ils vont s'en remettre facilement. Est-ce que c'est dû à une dépense de CAPEX ponctuelle? Bon, là, on voit que c'est pas le CAPEX c'est à peu près en ligne avec ce qu'il y avait avant, mais voilà, faudrait regarder en détail pourquoi cette baisse de free cash flow. Le ROE est bon, la dette est bien, ils peuvent la rembourser en moins de 3 ans. Le nombre d'actions diminue, c'est bien aussi. Ouais. Et la marge est bien 16%. Donc c'est une boîte, on va dire, de qualité correcte. En tout cas, s'ils arrivent à remettre leur free cash flow au niveau qu'ils avaient avant. Après, je suis pas convaincu que ce soit non plus le genre de boîte de super bonne qualité qu'on a envie de garder à long terme. Comme par exemple, on a vu pour Dassault Systèmes, qui rentre dans cette catégorie, ou Tencent. On va voir une valorisation. Donc pour la croissance, on voit qu'il y a une petite croissance. Bon, on va dire qu'ils vont croître. Allez, je vais prendre la moyenne 10 ans. On va dire 3. Donc c'est un poil plus faible que la croissance historique de l'économie américaine. Et pour le multiple, on va mettre 15, pas plus. Et donc pour la perte d'un ETF, ce serait 97 dollars. Donc aujourd'hui l'action est à 87 dollars. Et pour faire 13%, ce serait 75. Donc je pense pas que je vais m'intéresser plus à cette boîte parce que je préfère être un peu plus exigeant sur la croissance. Mais la valorisation a l'air bonne et si quelqu'un a envie de se plonger dans le détail pour aller comprendre, pour voir si ce free cash flow va se reprendre et puis pour voir les perspectives de croissance future, pourquoi pas, il y a peut-être potentiellement une opportunité. Ensuite, en entreprise suivante, on passe à Disney. Alors Disney, c'est la première où tous mes critères sont au rouge. Donc croissance du chiffre d'affaires inférieur à 10%, mais à la limite 9%, ça passe. Par contre, le free cash flow est en baisse. Le ROE est très faible. La dette est très élevée, 13 ans, enfin 12 ans et demi pour la rembourser. Dilution des actionnaires de 20% en 5 ans et marge très faible. Donc là, a priori, c'est la pire boîte qu'on a vue jusque-là. Ce qui m'étonne, puisque Disney, ils ont quand même une très très bonne marque. On va regarder un peu le détail, par exemple sur les marges. Ok, donc on voit bien que le chiffre d'affaires a toujours augmenté et est toujours en belle augmentation, mais le problème c'est qu'il y a eu un gros effondrement des marges depuis 2019 et 2020, et depuis ils se sont toujours pas repris. Donc là, même si tout est au rouge dans mes critères, c'est parce que c'est des moyennes sur les dernières années, mais là où il peut y avoir une opportunité, c'est si on estime que Disney va pouvoir retrouver ses marges d'avant. Et dans ce cas-là, le temps qu'ils vont mettre à rembourser leur dette, ce sera plus du tout 13 ans. On va calculer par exemple si on prend le free cash flow qu'ils avaient du coup en 2018, ils avaient, allez on va dire 10 milliards pour simplifier le calcul, hein. C'était un petit peu moins mais voilà. Et la dette, 35 milliards, dans ce cas-là on passe à aller moins de 4 ans pour la rembourser, ce qui est beaucoup plus correct que 12 ans et demi.
Et dans ce cas-là, on va dire que c'est plus rédhibitoire. Et pour la dilution, ouais, donc avant, ils faisaient que racheter des actions, ce qui était très bien. Et là, depuis qu'ils sont un peu en difficulté, ils ont dû émettre des actions. Donc sur Disney, là, toute la question, c'est est-ce qu'ils vont être capables de se retourner? Parce qu'il y a quand même une bonne marque. Donc c'est pour ça que je suis pas si négatif, même si tout est au rouge. Il faudrait vraiment se plonger dans les détails pour savoir s'ils sont capables de se retourner et donc de retrouver des bonnes marges. En fait, tout dépend de si les marges peuvent se reprendre. Et là, je pense pas que ce soit pertinent de faire une valorisation parce que voilà, je vais pas savoir quel free cash flow prendre. Est-ce qu'il faut se baser plutôt sur les données des dernières années ou est-ce qu'on peut reprendre ce qu'il y avait en 2018? Ça demanderait une connaissance plus approfondie du business, mais pour ceux qui veulent le faire, en premier lien dans la description, vous avez un Google Sheet qui permettra de faire la valorisation si vous voulez le faire pour Disney, si vous connaissez bien le business. Il y a des vidéos explicatives qui vont avec le Google Sheet si vous avez besoin. Donc on passe à la boîte suivante, c'est Verizon, VZ. Alors, pas de croissance sur les 5 dernières années, mais quand même un petit peu de croissance à plus long terme, mais pas grand-chose. Ensuite, free cash flow, croissance correcte, un ROE un peu faible, une dette très élevée, 14 ans pour la rembourser, une dilution très légère, c'est pas très grave, et des marges très faibles, 5,7%. Je vais regarder le détail des marges pour voir si, comme Disney, c'est habituel ou pas. Donc la marge nette, elle est plutôt de l'ordre de 15%. Ok, donc ils ont dû avoir quelque chose qui a fait baisser leur free cash flow ponctuellement à un moment donné. Ok, c'est le cas en 2021. Donc comme quoi c'est toujours utile d'aller vérifier les détails. Là on voit qu'il y a une année en 2021 qui fausse un peu le résultat, qui fait baisser la moyenne. Donc en général leurs marges sont plutôt au-dessus de 10%, donc les marges c'est bon. Le problème de ce genre de boîte, c'est que il n'y a pas de tendance claire de l'évolution du free cash flow. En fait, c'est un peu en dents de scie. Donc voilà, typiquement, j'investis pas dans ce genre de boîte. Là, c'est pas du tout comme on a vu pour Dassault Systèmes, pour Tencent. Donc ce genre de boîte, ça m'intéresse pas. Il n'y a pas assez de croissance. Les free cash flows sont en dents de scie. Le ROE est trop faible et il y a trop de dettes. Donc pas la peine que je fasse une valorisation. Ensuite, on m'a demandé Broadcom, AVGO. Hop. Alors là, c'est différent. On a une bonne croissance du chiffre d'affaires, très bonne croissance du free cash flow, un très bon ROE, 48%. Et puisqu'ils ont un très bon ROE, ils arrivent à générer de la croissance avec ça, et ils n'ont pas besoin de s'endetter, et ils n'ont pas besoin d'émettre d'actions, donc c'est très bien, et ils ont des excellentes marges, 45%. Donc ça, c'est une entreprise qui m'intéresse, que je vais ajouter à ma watchlist pour aller investiguer plus en détail. J'ai regardé l'évolution du free cash flow par action, par curiosité. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre de courbe que je recherche, puisqu'à long terme, l'évolution du cours des actions, il est complètement corrélé à l'évolution du free cash flow par action. Donc ça c'est parfait, et on va passer à la valorisation. Alors, les analystes prévoient 12% de croissance du free cash flow par action, donc ça me paraît raisonnable par rapport à ce que je vois, hein, donc on va reprendre ça. Et pour la valorisation, je suis étonné que le price to free cash flow soit si bas, donc il doit y avoir une raison là que je ne connais pas. Donc, parce que intuitivement j'aurais mis 20, mais donc je vais mettre 15 comme multiple. Et alors apparemment il y a un petit bug quand les prix sont au-dessus de 1000, donc il faudra que je corrige ça. Mais pour faire 13%, ce serait 881 $. Donc là, l'action est à 819. Donc, a priori, ça a l'air intéressant. Là, les prévisions m'ont l'air raisonnables. Et l'entreprise a l'air de super qualité. Donc, à investiguer, à lire les rapports annuels pour voir s'il n'y a pas un piège quelque part. Mais ça a l'air intéressant. Ensuite, on m'a demandé Enphase Énergie, donc entreprise dans l'énergie solaire, si je ne m'abuse. Alors là, ça a l'air d'être une grosse boîte de croissance assez jeune, ouais c'est ça. Donc énorme croissance du chiffre d'affaires, hein, 55% par an, le free cash flow 263, j'imagine qu'ils n'étaient pas rentables il y a peu. Ouais c'est ça, ils sont rentables depuis pas très longtemps. Un ROE excellent, pas de dette, par contre une dilution des actionnaires, ce qui est assez courant dans les boîtes jeunes comme ça de croissance, et des bonnes marges, 20%. Je vais regarder le détail de la dilution. Donc là par exemple, un point important à regarder si on veut s'intéresser plus à Enphase Énergie, ce serait est-ce qu'ils ont décidé là depuis 2020 d'arrêter ou en tout cas de fortement ralentir la dilution. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Par contre, s'ils prévoient de continuer à diluer les actionnaires en vendant comme ça des actions au rythme qu'il y avait les années précédentes, dans ce cas-là, l'action ne m'intéresserait pas à court terme. J'attendrai qu'ils arrêtent la dilution. Et sinon, à part ça, ça a l'air intéressant. Alors sur des boîtes comme ça, jeunes, avec des très fortes croissances, il faut connaître mieux le business pour pouvoir faire des valorisations, pour être pas trop loin de la réalité. Bon, je vais quand même le faire pour voir. Les analystes prévoient 16% de croissance ici.
des bénéfices par action, donc je prends ça pour le free cash flow par action. Et le multiple, bon, on va mettre 20. Et donc pour une performance de 13% par an, j'ai un prix à 216, donc c'est presque le double du prix actuel. Donc là, mon hypothèse première, c'est pas que Enphase est forcément une excellente affaire aujourd'hui. C'est possible que mes estimations soient trop loin de la réalité parce que je connais pas l'entreprise. Donc là, ce que j'irai faire, c'est aller lire les earnings call, etc. pour bien comprendre le business. Puisqu'il doit quand même y avoir une raison qui justifie ce cours-là. Je viens de regarder le cours en parallèle et je vois qu'il a chuté de 336 à 116, donc ouais, il doit y avoir une bonne raison. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même une boîte qui mérite qu'on s'y intéresse. Et la 10e qu'on m'a proposée, c'est Microsoft. Donc pour la qualité, tout est au vert. Donc croissance du chiffre d'affaires, 14%. Ce qui est très bien pour une boîte qui est déjà si énorme. Croissance du free cash flow, pareil. ROE, très bon, 36%. Et pas de dette. Et un nombre d'actions en légère baisse. Et des très bonnes marges. Donc Microsoft, c'est pas trop une surprise, hein, c'est une entreprise d'excellente qualité. Et sur ce genre de boîte, on peut faire des estimations de valorisation plus proches de la réalité sans bien connaître le business, puisque c'est des entreprises qui ont des évolutions de revenus et de free cash flow beaucoup plus prévisibles. Donc les analystes apparemment prévoient 12% de croissance ici, ce qui me paraît correct, hein. Et en multiple, donc en ce moment, Microsoft, c'est une boîte qui est assez fortement valorisée à cause de la hype qu'il y a eu sur l'intelligence artificielle et ils en ont pas mal bénéficié. Mais voilà, pour les boîtes de qualité, je reste sur 20. En général, ce genre de boîte finit toujours par descendre à un moment donné à 20. On l'a vu pour Google, Apple, Meta, etc. Et je préfère toujours être un petit peu pessimiste. Et donc pour Microsoft, pour faire 13% par an, j'ai un prix de 218 dollars l'action contre 334 aujourd'hui. Et pour faire la performance d'un ETF S&P 500, ce serait 275. Donc on est assez loin, mais bon, ça m'étonne pas trop. Ils ont beaucoup bénéficié de la hype de l'IA. Et donc ça m'étonne pas que Microsoft soit surévalué aujourd'hui. Alors en résumé, sur les 10 boîtes qu'on a vues, celle qui m'intéresse, c'est Dassault Systèmes, ensuite Tencent, ensuite Broadcom, et puis Microsoft. Principalement ces 4-là qui remplissent vraiment tous mes critères. Et potentiellement, qui demanderaient un peu plus de travail, il y a Enphase Energy potentiellement, et aussi peut-être Disney, voir est-ce qu'ils sont capables de reprendre leur marge historique. Et je rappelle que si vous voulez pouvoir faire vos valorisations sur les actions de votre choix, je vous ai fait un Google Sheet que vous pouvez télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!